Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire d'Alyssa Moreau. Alyssa, jeune entrepreneuse, venait tout juste de poser ses valises à la Nouvelle-Orléans. Coiffeuse de métier, elle avait quitté Bâton Rouge avec l'envie de repartir à zéro. Son rêve, ouvrir enfin son propre salon de coiffure. Un lieu qu'elle imaginait vivant, élégant et surtout incontournable. Le dépaysement était total. La ville vibrait au rythme des tambours, des secrets et des effluves d'épices. Fascinée depuis toujours par les lieux chargés d'histoire, Alyssa aimait ces endroits où les murs semblent chuchoter des choses qu'on ne comprend pas tout à fait, mais qu'on ressent malgré tout. Ce soir-là, elle flânait dans les rues du quartier français, les écouteurs oubliés au fond de son sac, laissant les sons de la ville l'envelopper. Une pluie fine et tiède s'abattit soudain sur les pavés. Elle se réfugia sous une marquise, puis s'arrêta devant une vitrine poussiéreuse. L'enseigne, à demi effacée, annonçait « Madame Ezora, voyance et charme de protection ». L'ouverture imminente de son salon la rendait fébrile, et elle était tentée d'entrer pour s'assurer que tout allait bien se passer. Elle hésita. Depuis l'enfance, on lui avait déconseillé de fréquenter ce genre d'endroit, pourtant très répandu à la Nouvelle-Orléans. Au fond d'elle, elle savait que ce genre de boutique n'était qu'un attrape-touriste. Mais ce soir-là, Alyssa aussi voulait être rassurée. Elle voulait entendre que son salon serait le plus réputé de toute la ville. Elle poussa la porte sans vraiment réfléchir, espérant secrètement que Madame Ezora lui prédirait l'avenir dont elle rêvait. Un carillon en os résonna dans l'air épais, saturé d'encens. Des étagères croulaient sous des bocaux étranges, remplis de plumes, de liquides sombres, de fragments d'os et de racines noueuses. Au centre de la pièce, trônait un guéridon sur lequel reposait une boule de cristal, le cliché parfait de la voyante. Au fond de la boutique, une femme l'attendait. C'était Madame Ezora. Coiffée d'un turban et drapée dans des étoffes aux motifs anciens. Elle s'avança lentement, mais avec une démarche assurée, laissant deviner une technique bien rodée, maîtrisée dans ses moindres gestes. Elle avait cet air qui laissait entendre qu'elle l'attendait depuis un moment. Alyssa, encore hésitante, lui expliqua qu'elle venait de lancer une affaire toute récente et qu'elle souhaitait savoir ce que le destin lui réservait. Madame Ezora lui demanda de tendre les mains. Elle observa les lignes qui traversaient ses paumes, les yeux plissés, concentrés. Mais rien ne semblait clair. Pour elle, c'était flou. L'avenir d'Alyssa lui échappait, comme noyée dans une brume incertaine. Elle déclara qu'il lui fallait consulter la boule de cristal pour obtenir une vision plus nette. Elle invita Alyssa à s'installer près du guéridon. Puis, dans un geste presque théâtral, elle agita ses mains autour de la sphère. C'est alors que, peu à peu,
la boule sembla se remplir d'une brume aux teintes changeantes, d'abord blanche, puis grisâtre, avant de virer à un noir intense. Alissa pensa alors à un tour de passe-passe, peut-être déclenché par un bouton dissimulé sous la table. Mais l'expression de Madame Ezora n'avait rien d'artificiel. Elle était concentrée, presque inquiète. Alissa fut troublée. Elle ne savait pas ce que cela pouvait signifier. Mais Madame Ezora, elle, semblait encore plus déstabilisée, comme si c'était la première fois que cela arrivait. Son corps se tendit et ses traits se figèrent. L'atmosphère devint oppressante. Une tension sourde s'installa, comme si quelque chose venait de se réveiller. La consultation s'interrompit brusquement. Madame Ezora se leva d'un bond, le regard fuyant, et lui demanda de quitter les lieux sur le champ, sans la moindre explication. Avant qu'Alissa ne quitte la boutique, elle lui tendit une amulette en cristal de roche, une pierre claire, symbole de lumière et de protection. Elle la glissa dans sa main avec précipitation, comme pour conjurer quelque chose. Son ton n'avait plus rien de théâtral. Il était grave, presque suppliant. Alissa sortit, un peu sonnée, et reprit sa marche sous la pluie, se demandant ce qu'il venait de se passer. Derrière elle, Madame Ezora ferma immédiatement la boutique, le regard empli de peur. Elle avait vu quelque chose. C'était certain. Cette nuit-là, Alissa rêva. Des choses qu'elle ne comprenait pas. Des visages inconnus. Des voix qui l'appelaient par un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Comme les pièces d'un puzzle éparpillé qui ne demandaient qu'à être rassemblées. Les soirs suivants, ses rêves gagnèrent en intensité. Alissa avait l'étrange sensation d'être à la fois actrice et spectatrice d'un film qui se déroulait sous ses yeux sans qu'elle puisse en contrôler le scénario. Mais à chaque fois, elle se retrouvait en pleine nuit, au croisement de deux routes totalement désertes, au milieu de nulle part. Elle n'arrivait pas à comprendre ce que cela pouvait bien signifier. Le salon marchait plutôt bien. Le bouche à oreille avait fait son œuvre, et très vite, les clients affluèrent. Tout le monde voulait se faire coiffer chez elle. L'ambiance, le soin, le style, tout semblait séduire. Un soir, poussée par une curiosité qu'elle n'arrivait pas à taire, Alissa repassa près de la boutique de Madame Ezora. Mais celle-ci était toujours fermée. D'après un voisin, cela n'était jamais arrivé depuis son installation, il y a 15 ans. Quelque chose l'avait visiblement terrifiée. Et depuis la visite d'Alissa, elle n'avait plus rouvert. Déçue, Alissa rentra chez elle. Son affaire fonctionnait bien. Alors tout cela n'avait probablement rien à voir avec ce qu'Ezora avait vu. Pourtant, une inquiétude sourde s'était installée. Elle commençait à regretter d'être entrée dans cette boutique. Depuis, une peur étrange la suivait, discrète, mais tenace. Et cette question revenait sans cesse. Qu'avait bien pu voir Madame Ezora pour réagir ainsi ? Alissa essaya de laisser derrière elle cette histoire et d'aller de l'avant. Les affaires marchaient bien, alors autant se réjouir. Son salon ne désemplissait pas. Les rendez-vous s'enchaînaient. Les retours étaient élogieux. Et le bouche à oreille continuait de faire son œuvre.
Un après-midi, alors que la lumière dorée filtrait à travers les stores, une femme entra dans le salon, élégante, discrète. Elle semblait connaître les lieux sans y être jamais venue. Alyssa l'accueillit avec son sourire habituel et la conversation s'engagea naturellement. Elles parlèrent de coiffure, de la ville, de souvenirs d'enfance. Rien d'inhabituel au premier abord. Puis, au détour d'une phrase, la femme lui demanda son nom de famille. Alyssa répondit sans y prêter attention. Mais à cet instant, quelque chose changea. Le visage de la cliente se figea. Son regard se transforma. Il n'était plus simplement curieux, il était chargé. Alyssa reconnut cette expression. C'était le même regard que celui de Madame Ezora, ce soir-là, juste avant que la boule de cristal ne s'embrume. Troublée par le regard soudainement changé de la cliente, Alyssa s'éclipsa un moment, prétextant aller chercher un produit. À son retour, la femme n'était plus là. Elle était partie, sans un mot, laissant sur le comptoir quelques billets soigneusement pliés pour régler la prestation. Mais ce départ furtif n'avait rien d'ordinaire. Alyssa resta un moment immobile, les billets entre les doigts, comme si elle s'attendait à y découvrir autre chose. Un mot, une explication. Mais non, il n'y avait que de l'argent. Et pourtant, quelque chose dans l'air avait changé. C'en était trop pour elle. C'était comme si une ombre planait autour d'elle. Elle avait besoin de réponses. Et si Madame Ezora ne pouvait les lui donner, alors elle irait elle-même les chercher. Elle retrouva le nom et le prénom de sa cliente. Apparemment, il s'agissait d'une femme aisée, bien connue dans certains cercles de la Nouvelle-Orléans. Intriguée, Alyssa interrogea une autre cliente, qui lui confia qu'on la voyait souvent au country club, tous les jeudis après-midi. Un lieu privé fréquenté par les familles influentes de la ville. Discret, élégant et presque hors du temps. On n'y entrait que sur recommandation ou par héritage. Un cercle fermé, réservé aux élites locales, ceux dont le nom seul suffisait à franchir les portes. Alyssa décida alors de s'y rendre. Elle ne savait pas encore ce qu'elle espérait y trouver, mais quelque chose en elle refusait de rester dans l'ignorance. Le country club était calme ce jour-là. Alyssa n'avait pas été invitée, et cela se voyait. À peine entrée, elle sentit les regards se poser sur elle, à la fois curieux et méfiants. Un concierge en costume sombre s'approcha, poli mais ferme, et lui demanda si elle avait une recommandation. Elle tenta une explication, évoquant une cliente et une situation urgente, mais son discours manquait de clarté pour être convaincant. Pour éviter de perturber les membres du club, on la mena vers la femme qu'elle cherchait. Joséphine Devereux. Installée près d'une baie vitrée, un thé à la main, l'air parfaitement indifférente à l'agitation. Contre toute attente, elle accepta de discuter. La conversation commença tranquillement. Elles parlèrent de la ville, de souvenirs, de choses banales. Puis, au fil des échanges, Joséphine évoqua la mère d'Alyssa. Elle dit l'avoir bien connue, mais elle ajouta que celle-ci ne lui avait pas tout dit. Il y avait eu des silences, des décisions prises dans l'urgence, des choses qu'on ne raconte pas, même à ses proches. Alyssa sentait que quelque chose se jouait, mais rien n'était dit clairement. Juste des allusions,
des mots qui semblaient peser plus lourd que les autres. Joséphine ne resta pas longtemps. Elle s'éclipsa avec élégance, laissant Alyssa seule avec ses questions. Ce qu'elle avait entendu ne suffisait pas à comprendre, mais c'était assez pour savoir qu'il y avait un lourd secret de famille et qu'elle allait devoir creuser pour découvrir ce dont il s'agissait. Malgré le succès du salon, Alyssa n'avait plus le cœur à savourer cette réussite. Depuis quelque temps, elle se sentait ailleurs, comme si une ombre s'était glissée dans son quotidien. Les rêves, les regards étranges, la visite chez Ezora. Tout cela continuait de la troubler, même si elle s'efforçait de l'ignorer. Ses amis de Bâton Rouge, restés proches malgré la distance, avaient décidé de lui organiser une fête pour son anniversaire. Elle allait avoir 25 ans, et pour elle, c'était une étape à célébrer. Alyssa hésitait. Elle n'était pas certaine d'avoir envie de faire la fête. Mais cette date, ce chiffre, résonnait étrangement en elle. 25 ans, comme une limite invisible. Ce fut l'occasion pour elle de rendre visite à sa tante, celle qui l'avait élevée après la mort de sa mère. Elle espérait, sans trop se l'avouer, que cette dernière pourrait lui en dire plus, sur sa mère, sur le passé, sur ce qu'elle ne comprenait pas encore. Sa tante se réjouit lorsqu'Alyssa vint la voir. Elle la serra dans ses bras un long moment, comme si elle n'était pas certaine qu'elle reviendrait un jour. Il y avait dans son étreinte une forme de soulagement, mêlée à une tristesse qu'Alyssa ne comprenait pas encore. Alyssa n'y alla pas par 4 chemins. Elle voulait des réponses. Sa tante, d'abord silencieuse, finit par fondre en larmes. Elle se leva, alla chercher un petit coffret qu'elle gardait dans un tiroir fermé à clé et le tendit à Alyssa sans un mot. À l'intérieur, une lettre, écrite de la main de sa mère. Alyssa l'ouvrit, le cœur battant. La lettre était longue. Sa mère y racontait tout. Le mariage avec un homme issu d'une famille influente de la Nouvelle-Orléans. L'impossibilité d'avoir un enfant, la pression terrible de sa belle famille, obsédée par l'idée d'un héritier, la peur de perdre l'homme qu'elle aimait. Et puis, il y avait eu cette décision, celle de consulter une prêtresse vaudou. La femme lui parla d'un rituel ancien, à accomplir à un croisement de route. Un lieu bien connu dans les légendes locales et évoqué dans une chanson de Robert Johnson, ce musicien de blues dont on raconte qu'il aurait conclu un pacte pour obtenir le succès. Alyssa ne le savait pas encore, mais ce croisement n'était pas seulement symbolique. Il marquait un point de bascule. L'entité était apparue, et malgré sa frayeur, le pacte avait été scellé, mais le prix à payer n'avait pas été immédiatement révélé. Sa mère pensait simplement avoir ouvert une porte vers la maternité. Elle n'aurait jamais accepté si elle avait su ce que cela impliquait. Ce n'est que plus tard, bien trop tard, qu'elle comprit ce qu'elle avait réellement offert. L'âme de l'enfant à venir, en échange du rêve réalisé. Le prix n'avait pas été exigé à la naissance. Elle pensait avoir le temps. Mais quelques mois après la naissance, l'entité était revenue. Alors sa mère l'avait suppliée, tentait de négocier, allant jusqu'à offrir des années de sa propre vie pour obtenir un délai, un sursis, jusqu'aux 25 ans de l'enfant. Alyssa lut chaque mot, avec une sensation de vertige. Tout ce qu'elle avait vécu récemment, les rêves, les regards,
la brume noire dans la boule de cristal prenait soudain un sens effrayant. Et Alyssa allait atteindre l'âge fixé dans moins d'une semaine. Le compte à rebours avait commencé. Elle resta figée. Sous le choc, sa tante, en larmes, avoua qu'elle n'avait jamais eu le courage de lui en parler. Elle voulait la protéger, mais il semblait que rien ne pouvait empêcher le pacte de se finaliser. Elle l'enlaça sans rancune, consciente que le silence avait peut-être été une forme de protection. En sortant, elle avait l'air hagard, encore sonnée par ces troublantes révélations. Elle se dirigea vers l'arrêt de bus, bondait à cette heure-ci et bouscula quelqu'un. En relevant la tête, elle reconnut Madame Ezora. Tandis qu'elle montait dans le bus, une pensée la traversa. Et si c'était cela que Madame Ezora avait vu ce soir-là, dans la boule de cristal? Non pas l'avenir de son salon, mais l'origine même de sa naissance. Alyssa se demanda si cette peur, cette panique chez la voyante, venait de là, d'elle, d'une part d'ombre qu'elle porterait sans le savoir, et que Madame Ezora aurait perçue. Alyssa la supplia de lui révéler ce qu'elle avait vu. Mais Madame Ezora préféra d'abord éclaircir un point. Elle avoua qu'elle n'était pas une véritable voyante, seulement une comédienne qui jouait un rôle pour attirer les touristes. Pourtant, le soir où Alyssa était venue, elle avait eu une véritable vision, une vision qui ne cessait de la hanter depuis. Effrayée, Ezora avait fermé boutique pendant plusieurs jours. Ce qu'elle avait vu était trop sombre. Elle ne voulait pas être mêlée à cette histoire. Elle préférait rester à l'écart. Elle avait vu l'entité, sous l'apparence d'un homme qui ressemblait étrangement à Robert Johnson. Mais ses yeux étaient entièrement noirs et sa voix rauque, presque inhumaine. Il était venu réclamer son dû. Ezora, visiblement encore troublée, évoqua une autre vision, une image floue, survenue plus tard, qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Elle avait vu la mère d'Alyssa, déjà enceinte au moment du pacte. La vie était là, discrète. Elle ne s'en était pas encore rendue compte. L'entité, en l'apercevant, était restée muette. Une âme en plus, c'était toujours bon à prendre. Le pacte n'avait pas engendré la vie, il l'avait simplement capturée. Malgré le trouble et les zones d'ombre, Alyssa éprouvait un soulagement inattendu. Elle n'était pas née d'un pacte scellé avec les ténèbres. Mais l'entité avait su profiter de la fragilité de sa mère, ce soir-là. Et maintenant, Alyssa en subissait les retombées. Alyssa demanda à Madame Ezora s'il existait un moyen d'échapper au pacte. Car même si elle ne se disait pas vraiment clairvoyante, les faits étaient là. Elle avait eu 2 visions très précises. Madame Ezora ne sut quoi lui répondre. Elle n'avait aucune connaissance de ces pratiques occultes, interdites pour une bonne raison. Son domaine était celui de l'illusion et de la performance. Elle était dépassée par ce qu'elle avait vu, incapable même d'expliquer pourquoi cela était arrivé. Mais elle commençait à avoir de la peine pour cette jeune femme qui n'avait rien demandé. Alors, elle lui suggéra une mesure de protection dont elle avait entendu parler. Placer du sel aux 4 coins de son appartement, dans chaque pièce, pour empêcher l'entité d'y entrer. Ce n'était pas une solution, simplement un moyen de gagner du temps. De son côté, Ezora promit de se renseigner.
et de la tenir informée si elle découvrait quoi que ce soit. Les deux femmes échangèrent leurs numéros. Puis, Alyssa rentra chez elle, un peu soulagée malgré tout. La peur était toujours là, mais elle n'était plus seule. Ezora lui avait conseillé de placer du sel aux 4 coins de chaque pièce de son appartement, et surtout de ne jamais rester dans l'obscurité. Alyssa avait suivi ses recommandations à la lettre, comme on s'accroche à une bouée dans une mer agitée. Mais la veille de son 25e anniversaire, au lieu de célébrer avec ses amis comme prévu, elle choisit de rester seule chez elle, la peur au ventre, incapable de penser à autre chose qu'à ce compte à rebours invisible qui semblait s'accélérer. Toute la journée, elle resta aux aguets, guettant le moindre signe, le moindre frémissement dans l'air. Et lorsque la nuit tomba, un silence étrange s'installa dans l'appartement, comme si le monde retenait son souffle. Un peu avant minuit, sans avertissement, l'électricité se coupa brutalement, plongeant les lieux dans une obscurité totale. Alyssa, prise de panique, se précipita vers sa commode, attrapa les bougies qu'elle avait préparées à l'avance et les alluma une par une, les mains tremblantes. De son côté, Ezora avait tout tenté. Elle avait cherché, interrogé, appelé tous ses contacts, mais rien de concluant n'était ressorti. Elle n'avait cessé de répéter à Alyssa de rester dans la lumière, de ne jamais laisser l'ombre s'installer. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Mais soudain, alors que toutes les fenêtres étaient fermées, une bourrasque de vent s'engouffra dans l'appartement, comme surgie d'un autre monde. Les flammes vacillèrent, puis s'éteignirent. Le sel, soigneusement disposé, fut balayé, dispersé sur le sol. En un instant, la dernière barrière entre Alyssa et l'entité venait de tomber. Puis, la sonnette retentit, un son strident, irréel, qui résonna dans le silence comme un glas. La porte s'ouvrit lentement, des pas se firent entendre, lourds, réguliers, avançant depuis l'entrée, se rapprochant inexorablement. Mais Alyssa ne voyait rien. Elle ne distinguait que l'obscurité. Et puis, l'entité se manifesta dans l'air même. C'était un homme, ou du moins, quelque chose qui en avait l'apparence. Vêtu comme un musicien de blues, le chapeau bas, les yeux noirs comme l'encre. Il s'avança sans bruit, et son simple passage semblait absorber la lumière résiduelle de la pièce. Alyssa sentit son corps se figer, incapable de bouger, incapable de fuir. Et comme pour appuyer le couteau dans la plaie, l'entité laissa entendre que si elle se trouvait là, c'était à cause de sa propre mère. C'était elle qui avait offert l'âme de son enfant, en toute connaissance. Elle avait choisi, et Alyssa n'était que le prix. Tout était dit pour semer la haine, pour briser ce lien fragile entre la fille et celle qui l'avait mise au monde. Mais Alyssa ne céda pas. Elle savait que cette chose l'avait trompée. Elle pensa à sa mère, à sa peur, à son désespoir. Elle comprit que cette décision n'avait pas été prise par cruauté, mais par détresse. C'était une erreur, une terrible erreur, mais elle ne pouvait pas la haïr. Elle lui pardonna. Elle pensa que personne ne devrait chercher des réponses dans l'occulte, que ce n'était jamais la voie à suivre. Il aurait suffi d'avoir la foi en l'avenir. Et à mesure que cette pensée prenait forme,
une lumière douce sembla émaner d'elle. C'était une lumière intérieure, pure, presque sacrée, qui se répandit lentement dans la pièce. L'entité recula, ses traits se tordirent. Il semblait agité, comme si cette lumière le brûlait sans le toucher. La lumière grandit, envahit l'espace, repoussa l'ombre. Le sel, éparpillé, semblait se reformer, et les bougies se rallumèrent d'elles-mêmes. Alors, l'entité hurla, un cri de défaite. Puis, dans un souffle, il disparut, comme aspiré par la lumière. Le silence retomba. Alissa resta là, immobile, le cœur battant. Elle avait survécu. Le lendemain, la lumière du jour s'étira lentement sur les murs de l'appartement, comme pour effacer les traces de la nuit passée. Alissa se réveilla sans sursaut, mais avec cette sensation étrange d'avoir traversé quelque chose qui échappait aux mots. Le silence ambiant n'avait plus rien d'inquiétant. Il était dense, comme si l'espace lui-même reconnaissait que l'équilibre avait été rétabli. Elle resta un moment, les yeux ouverts, à observer les objets familiers autour d'elle. Tout semblait identique, et pourtant, elle savait que rien ne l'était vraiment. Elle se leva, ramassa le sel dispersé, rangea les bougies et ouvrit les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Ce geste simple, presque banal, avait désormais une valeur symbolique, celle d'un retour à la lumière. Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, la vie reprenait son cours. Les tambours résonnaient au loin, les passants riaient, les parfums d'épices flottaient dans l'air. Mais Alissa marchait avec une conscience nouvelle. Elle repensa à sa mère, à Ezora, à cette entité qui avait tenté de la briser et à cette vérité qu'elle avait comprise. Ce n'est pas dans les rituels ni dans les pactes que l'on trouve la paix. Ce n'est pas dans les ombres que l'on construit l'avenir. Il faut croire en quelque chose de plus grand, en soi, en la lumière, même quand elle semble lointaine ou fragile. Car c'est elle, et elle seule, qui peut repousser ce qui rôde dans les recoins du monde. Ce jour-là, Alissa retourna à son salon. Elle reprit son travail, accueillit ses clientes et sourit comme à son habitude. Mais dans son regard, il y avait une lucidité nouvelle, celle de quelqu'un qui avait traversé l'ombre et choisi la lumière. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.